Alors, nous voici dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création et à la percée du RPR. Ensuite, après ça, on va s'intéresser également à la construction européenne. Après, on va s'intéresser à la droitisation de la politique en général. Et puis, on va finir par la question liée à la colonisation. Alors, tout d'abord, la création et la percée du RPR. Alors, en avril 1947, De Gaulle accepte de créer un mouvement qui s'intitule le Mouvement du Rassemblement du Peuple Français, le RPR, qui a pour but de conquérir le pouvoir et de réviser la Constitution afin de lutter contre la menace communiste. Donc, en avril 47, il crée ça. Et ça va connaître un succès incroyable, un succès foudroyant, puisque au municipal d'octobre 1947, le RPF va obtenir 32% des suffrages, 40% dans les villes de plus de 9000 habitants, et 52 villes de préfecture, 35 villes de plus de 100 000 habitants, dont Paris, Marseille et Lille. Incroyable! Il y aura même 400 000 adhérents à la fin de 1947. Ça va devenir un véritable parti de masse à l'échelle de la droite. Ça va donc également se positionner comme une menace virtuelle pour les partis au pouvoir et pour le régime en place. C'est une question à se poser. Donc, il y aura un recentrage fragile de la troisième force, le tournant de l'automne 1947 vers la troisième force. En automne 1947, de nombreuses grèves déclenchées par la CGT, réprimées par le gouvernement de Jules Moche, qui est ministre de l'Intérieur, et va mener à un regain de tension entre les communistes et les socialistes. Le 19 novembre 1947, il y aura la démission de P. Ramadier, qui fait partie de la SFIO, qui sera remplacé par Robert Schuman, un membre du MRP, ce qui va mener à la fin définitive du tripartisme. Intéressant, puisque ça va mener à la mise en place de la troisième force, la SFIO, plus le MRP, plus le centre-gauche, l'UDSR et les radicaux. Et cette alliance sans véritable unité, euh, sans structure assez fiable, puisqu'elle est structurée par l'hostilité aux communistes et aux gaullistes, avec de nombreux désaccords sur la laïcité, le rôle de l'État, etc., va se mettre en place. Cette alliance va donc être problématique. Les chefs de gouvernement de janvier 1946 à juin 1954 sont en 1946 jusqu'en 1947 principalement de gauche. Cela va même jusqu'à aller à 1951 avec beaucoup de SFIO, de MRP, de SFIO. On remarque certainement un tripartisme et la troisième force également va se mettre en place entre 47 et 51. La troisième force, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, c'est l'alliance en véritable unité de la SFIO, du MRP et du centre-gauche, avec André Marie qui sera élu en 48, faisant partie des radicaux. Robert Schuman en premier, en novembre 47 jusqu'à juillet 48, qui fait partie du MRP. Cette troisième force va laisser place à un décentrement à droite à partir de 1952, comme j'ai montré plus tôt, et vers une place plus importante qui va être menée à la droite. Parce que cette troisième force, menée à partir d'une alliance sans véritable unité, va échouer, va mener à un décentrement à droite à partir de 1952. Alors il y aura des choix cruciaux à faire pour l'avenir. Dans un premier temps, il y a l'ancrage dans le camp atlantique dans un contexte de guerre froide. De 1945 à 1947, un atlantisme de fait va prendre place, puisque l'ennemi principal reste l'Allemagne. En mars 1947, on rappelle qu'il y avait eu le traité de Dunkerque. En mars 1948, il y a eu le traité de Bruxelles. Et donc, ça va mener à une union occidentale. En 1947, il y aura un atlantisme subi, puisque en juillet 1947, il y aura l'acceptation des crédits du plan Marshall par la France et 15 pays occidentaux. Ils vont donc recevoir des prêts. Et en septembre 1947, il y aura le refus par les Russes et les démocraties populaires. J'imagine que c'est de s'allier avec la France. Je n'ai pas plus d'informations sur cela, mais c'est juste marqué refus par les Russes et les démocraties populaires. Entre 1948 et 1950, il y a une nouvelle menace communiste. Cette menace pose une certaine interrogation. On se demande si elle pourra prendre place, notamment avec le coup de Prague qui a lieu en 1948.
le blocus de Berlin entre juin 48 et mai 49, et la grève violente des mineurs en France de septembre à octobre 48, et la guerre de Corée le 2 juillet 1950 à juillet 1953. Entre 49 et 50, on a un atlantisme officialisé. Le 4 avril 1949, il y a la signature du traité de l'Atlantique Nord qui va mettre en place l'OTAN et les forces intégrées. Et le CHAP s'installe à Paris, puis à Rocancourt, SHAPE. Le 28 mai 1952, le PCF organise une manifestation contre le GAL Ridgway, le Ridgway la peste. Ça va mener à un violent anti-américanisme, Ridgway la peste. Et le GAL Ridgway, ça doit être quelque chose lié aux États-Unis. De l'ancrage dans la construction européenne et les premières étapes. En mars 1948, il y a le congrès de La Haye, la création de l'Organisation européenne de coopération économique, l'OCE, pour la gestion des crédits Marshall. Le 5 mai 1949, il y a le Conseil de l'Europe, c'est une instance consultative. Le 9 mai 1950, la déclaration de Robert Schuman, inspirée par Jean Monnet. Et ainsi, le 18 avril 1951, la création de la CECA, la Communauté économique de charbon et de l'acier, qui va gérer la commune production de charbon et d'acier, qui implique la mise en place d'institutions spécifiques. Alors, les institutions de la CECA, il y a la Haute Autorité qui est une instance supranationale dont les décisions s'imposent aux États membres. Alors, il y a les parlements nationaux qui vont désigner l'Assemblée parlementaire, qui va proposer un contrôle de la Haute Autorité. Il y a également les gouvernements des États membres qui vont désigner la Cour de justice, qui va également influer sur la Haute Autorité en la contrôlant. Ces gouvernements et ces États membres mandatent également des individus qui vont avoir le pouvoir au sein du Conseil des ministres, ce qui va nommer le comité consultatif qui va conseiller la Haute Autorité. Ce Conseil des ministres, qui est également mandaté par le gouvernement des États membres, va consulter et orienter la Haute Autorité. Et ainsi, la Cour de justice, nommée également par les États membres, va contrôler la Haute Autorité. Tout ça peut être retrouvé dans un schéma qui nous est donné dans le cours. Les élections de juin 1951 pour sauver la troisième force. Les lois apparemment, la loi des apparemment, une citation de Henri Queuyel, de H. Queuyel, pour réduire le poids des gaullistes et des communistes, les listes apparentées remportent la totalité des sièges d'une circonscription en cas de majorité. La troisième force recule mais contient la menace. La CFIO a 14,35% des voix, 107 sièges sur 627. Le MRP a 12,4% des voix, 94 sièges. Le RGR a 9,87% des voix, avec 90 sièges. Alors, on a 291 sièges pour la troisième force. Ce n'est donc pas une majorité absolue. On a des modérés qui peuvent être des soutiens ponctuels. On a les modérés du RI et du CNIP, du CNIP, qui détiennent 13,88% des sièges, c'est-à-dire 96 sièges, et les divers, dont la RDA, qui dispose de 14 sièges. Les opposants démontent leur force, mais sans percer ni s'unir, avec le Parti communiste qui détient 25,67%, c'est-à-dire 106 sièges, et le RPF qui détient 21,67%, c'est-à-dire 121 sièges. Alors, l'Assemblée issue des élections du 17 juin 1951, d'autres élections, est assez particulière. Le bilan politique de la période de 1947-1951, on a une gauche non communiste en recul. La troisième force, c'est-à-dire ça, doit donc s'appuyer sur le centre droit, un parti radical de plus en plus divisé, ce qui va mener à un glissement à droite, un PCF qui reste puissant mais isolé, et un RPF qui ne parvient pas à percer. On a des gouvernements inévitablement affaiblis. Tout ça va mener à une certaine droitisation de la vie politique, de septembre 51 jusqu'à mai 54. Le délitement de la troisième force va se mettre en place. De nombreux désaccords, notamment entre le MRP et la SFIO. Il y a des querelles de la laïcité autour des lois Marie-Barranger en septembre 1951. Le centre de gravité de la troisième force glisse progressivement à droite, avec le soutien ponctuel des députés RPF, avec la citation « Allez à la soupe ».
Après l'échec des législatives de 1951, De Gaulle met le RPF en veilleuse, entre parenthèses, et entame sa traversée du désert. 77 députés du gaullisme forment l'Union des républicains d'action sociale, l'URAS, et les autres se dispersent entre les membres du MRP et les modérés. Le 8 mars 1952, la droite arrive au pouvoir avec Antoine Pinet, membre du CNIP. On va donc s'intéresser aux querelles de la laïcité sous la 4ème République. En 1944, il y a la suppression des aides de Vichy à l'enseignement privé catholique. En mai 1948, il y a le décret Poinceau-Chapuis qui subventionne les associations pour la scolarisation des enfants et des familles nécessiteuses, y compris des écoles confessionnelles. En septembre 1951, il y a la loi Barranger qui alloue 1000 francs d'allocation trimestrielle par enfant de 6 à 14 ans, quel que soit l'établissement qu'il fréquente, et la loi Marie qui augmente le niveau des bourses d'études du second degré et les accorde à tous les lycéens. Tout ça est très critiqué par la gauche et les associations laïques. L'expérience Pinet du 6 mars au 23 décembre 1952 est le retour de la droite au pouvoir. Antoine Pinet, né en 91, mort en 94, né en 1891, pardon, et mort en 1994, oui, il a donc vécu 103 ans, est un petit patron parlementaire, modéré libéral, RI, puis CNIP, spécialiste des questions financières, peu connu du grand public, et il est investi par défaut. Dans un contexte inflationniste, il met l'accent sur le redressement budgétaire et la lutte contre l'inflation, plus l'amnistie fiscale. Il lance un grand emprunt à 3,5% annexé sur l'or qui rencontre un vif succès. Le mythe Pinet va donc prendre place. Il bénéficie d'une bonne conjoncture, mais la reprise de l'inflation et le blocage des prix est assez problématique. Et il y aura également une chute sur la question de la CED. Le MRP lui enlève son soutien, puisqu'après l'intermédiaire de Roger Maillet, ou de R. Maillet, faisant partie des radicaux, la droite revient au pouvoir avec Joseph Laniel en juin 1953 jusqu'à juin 1954, et doit affronter la grève des fonctionnaires d'août 1953 et la dégradation de la situation en Indochine. Alors, Antoine Pinet, ce fameux Antoine Pinet, à l'origine de l'expérience Pinet, est né le 30 décembre 1891 à Saint-Symphorien-sur-Croise, dans le Rhône. Il va avoir une carrière politique assez impressionnante, puisqu'il va être député en 1936 de Saint-Étienne, et il va gagner contre un communiste. Il va devenir sénateur 2 ans plus tard, en 1938, et jusqu'à devenir président, président du Conseil en 1952. Il vote les pleins pouvoirs contre Pétain en 1940 et est désigné au Conseil national de Vichy. Il démissionne en 1942. Il refuse un poste de préfet et aide des juifs et des résistants. C'est assez cocasse parce qu'il refuse en 1943 un poste de préfet, il aide des juifs et des résistants, alors que 3 ans plus tard, en 1940, il vote les pleins pouvoirs à Pétain. C'est assez particulier. Il est plusieurs fois ministre et réputé bon gestionnaire à partir de 1948 jusqu'à 1951. Il est désigné président du Conseil par Vincent Auriol en 1952 qui mise sur son échec. Alors, il est investi par 324 voix contre 202. En décembre 1952, le MRP le lâche en l'accusant de ne pas être assez actif sur la ratification de la CED. Les enjeux de la défense française et européenne, 1947-1954, et la mise en place de la CED. Entre 1945 et 1948, l'Allemagne reste la principale inquiétude de la France. En mars 1947, le traité de Dunkerque entre la France et la Grande-Bretagne prend place. Un an plus tard, en mars 1948, on a le traité de Bruxelles entre la France, la Grande-Bretagne et le Benelux. Le Benelux, on connaît très bien la Belgique, le Luxembourg et un autre pays dans cette zone-là. L'Union occidentale. En avril 1949, il y a le traité de Bruxelles qui s'emboîte dans l'OTAN. Et en avril 1949, c'était la date d'avant. Et en mai 1949, un mois plus tard, on va s'intéresser à comment insérer la nouvelle RFA dans cet ensemble. Via le traité de Bruxelles et OTAN, ou via une organisation spécifique, on s'intéresse
comment insérer cette RFA dans tout cet ensemble. La nécessité d'endiguer le communisme et d'assurer la défense autonome de l'Europe est renforcée par la guerre de Corée, qui va avoir place entre 1950 et 1953. Un projet de CED est élaboré en octobre 1950, France par Jean Monnet sur le modèle de la CECA et accepté par René Pleven, et signé le 27 mai 1952 par les six, ratifié par 4 pays en 1953, entre 1953 et 1954, la RFA, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc ce projet de la CED est donc élaboré et signé et ratifié. La querelle de la communauté européenne et de la défense. Parce qu'en fait, cette communauté européenne de la défense, la CED ne va pas faire consensus. Entre 1952 et 1954, le projet fait l'objet en France et dans une moindre mesure en Italie de débats passionnels. En effet, le MRP est favorable. Les gaullistes et les communistes sont hostiles à tout et tous les autres partis sont divisés. En décembre 1953, l'élection est très difficile de René Coty à la présidence de la République dans un contexte de la CED va avoir lieu. En effet, René Coty va être élu en décembre 1953. Le 14 décembre 1953, les Américains menacent de cesser leur aide militaire à la France si elle ne ratifie pas le traité de la CED. La France devient donc un boulet pour la vie politique internationale et la CED devient donc un boulet pour la vie politique française. On doit donc vite se positionner sur cette question. C'est d'ailleurs pour ça que il y aura de nombreuses personnes qui vont appeler à se positionner sur la question de la CED. Désormais, on va s'intéresser au poids des problèmes coloniaux. Alors, la France d'outre-mer, une réalité en évolution. Alors, les bouleversements nés de la guerre. On a un nouveau regard sur les colonies au sein des forces résistantes. Entre le 30 janvier et le 8 février 1944, il y a la conférence de Brazzaville qui va mener à de fortes ambiguïtés. Il y a des tensions, on est partagé entre tensions et désir d'indépendance chez les peuples colonisés. Il y a l'indépendance du Liban et de la Syrie qui a lieu respectivement à 1943 pour le Liban et 1946 pour la Syrie. La tuerie de Tiaroy au Sénégal en décembre 1944 qui a fait environ 50 morts. L'agitation et la répression en Algérie en mai 1945 à Sétif, Guelma qui va mener à environ 10 000 morts. L'instabilité en Indochine en 1945 et en 1946 et de graves émeutes à Madagascar en mars 1947. Ce qui va mener à une répression jusqu'à novembre 1948, menant à environ 11 500 morts. Le gouvernement provisoire de la République française souhaite des réformes, mais aucune intention d'indépendance. La répression est donc très brutale. Un dialogue de sourds va prendre place avec les peuples colonisés. Le maintien de l'empire est un enjeu de puissance, le lobby colonial défend ses intérêts. Un empire de 12,4 millions de kilomètres carrés et 70 millions d'habitants en 1945. C'est énorme. La France a véritablement un empire énorme. Et donc, on va avoir un nouveau cadre administratif et institutionnel. En janvier 1946, on aura la création du ministère de l'Outre-mer. En mars 1946, on aura la départementalisation des 4 vieilles colonies, les DOM, et l'octroi de la citoyenneté à l'ensemble des colonisés, avec la loi Lamine-Guaye. Et la Constitution d'octobre 1946 crée l'Union française, qui, dans son préambule, reconnaît le droit des peuples et la majorité des colonies, les TOM, avec les assemblées territoriales, deviennent citoyens français. Les pays subsahariens, Madagascar, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti et Saint-Pierre et Miquelon. Les anciens mandats, Cameroun, Togo, deviennent des territoires sous tutelle et les anciens protectorats, Maroc, Tunisie, Indochine, deviennent des États ou territoires associés, un statut qui a été refusé d'ailleurs par le Maroc, la Tunisie et le Viet Minh au Vietnam. L'Algérie est un territoire français divisé en 3 départements au nord qui a un statut spécial en 1947. L'Union française est régie par un haut conseil et par une assemblée consultative de 205 membres. Les Dom-Tom et l'Algérie ont aussi des représentants à l'Assemblée nationale, 75 en 1946, et au Conseil de la République. On voit ainsi émerger une nouvelle élite politique d'outre-mer. Les ambiguïtés de la Constitution du 27 octobre 1946.
Dans l'article 17, l'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. L'article 18 stipule que, fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge et la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. Écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et à l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. On aura donc des figures politiques importantes qui seront issues de l'outre-mer, comme Gaston Monnerville, qui est né en Guyane, qui est député entre 1932 et 1940, sénateur entre 1946 et 1974, et président du Sénat entre 1947 et 1968. Gaston Monnerville. Ensuite, on aura également évidemment le bien connu Aimé Césaire, qui est né en Martinique et qui est député entre 1945 et 1993, qui va devenir maire de Fort-de-France entre 1945 et 2001. Le bien connu Aimé Césaire. Et Pouvana Aopa, qui est né à Tahiti, et qui est député entre 1946 et 1960, et était sénateur en 1971 et entre 1971 et 1977. Ce qui va mener donc à des rassemblements politiques, des rassemblements démocratiques africains, la RDA en 1946, ou encore les indépendants de l'outre-mer, IOM 46, en 1946. Le statut de l'Algérie en septembre 1947. Un ensemble de 3 départements français au nord dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, plus 4 territoires départementalisés à statut militaire au sud. Donc l'Algérie est divisée en 3 départements français au nord et 4 territoires départementalisés à statut militaire au sud. Ok. Il y a une égalité théorique de tous les citoyens pour l'accès aux droits et aux emplois civils et militaires, mais la distinction entre citoyens de statut civil français et citoyens de droit local persiste. Le gouverneur général détient le pouvoir exécutif et administratif. Il est assisté d'un conseil de gouvernement, plus d'une assemblée territoriale de 120 membres. Il est doté de compétences budgétaires, financières et législatives partielles. Il est élu pour 6 ans selon un système du double collège et chacun des collèges élit 60 membres. Le premier collège, qui contient 470 000 citoyens de statut civil français, plus 58 000 citoyens de droit local intégrés pour diverses raisons, ce qui mène à 528 000 électeurs. Et le deuxième collège, 1,4 million des citoyens de droit local, uniquement les hommes, jusqu'en 1958. Un immobilisme colonial. On aura des réformes économiques et sociales, l'abolition du code indigénat en mars 1944 et du travail forcé en avril 1946, la mise en place du franc CFA et du franc CFP en 1945, le Fonds d'investissement pour le développement économique et social, le FIDES, en 1946. Donc on s'interroge s'il y a un immobilisme colonial. Pas vraiment, parce qu'en fait il y a des réformes économiques et sociales qui se mettent en place, comme je viens de le montrer précédemment. Et là on parle des colonies en général, on parle également de l'Afrique, évidemment. Les institutions de l'Union française restent inégalitaires et ont peu d'influence sur la vie politique. Et le mythe impérial reste vivace malgré la montée des critiques, comme le quatierisme en 1956. Et le processus de décolonisation est pourtant enclenché. On a l'indépendance du Liban en 1943 et de la Syrie en 1946, le rattachement des 5 comptoirs des Indes à l'Inde entre 1949 et 1954, et la guerre d'Indochine entre 1946 et 1954. Mais il y a quand même un certain attachement aux colonies de la part des Français. Il y a d'ailleurs des chiffres qui montrent cela. La guerre d'Indochine, du conflit colonial au conflit de la guerre froide. La guerre d'Indochine, c'est quoi? La guerre d'Indochine, c'est une guerre d'indépendance née de la Seconde Guerre mondiale, sur un territoire lointain à l'origine, avec 4 protectorats et plus une colonie, sur un territoire de 737 000 km², donc 22,6 millions d'habitants, dont 35 000 Français. Pas beaucoup de Français par rapport au nombre d'habitants, pour être honnête. Au Vietnam, règne Bai Dai jusqu'en 1945, au Cambodge, Norodrom,
Sihanouk, au Laos, Vong, oh là là, c'est complexe cette langue, hein. Et l'influence du communiste est moindre au Laos et au Cambodge. Donc si je comprends bien, la guerre de l'Indochine, c'est le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Euh, l'influence communiste est moindre au Laos et au Cambodge. En 1949, ces deux États deviennent des États associés dans le cadre de l'Union française avec le Sud-Vietnam. Sud-Vietnam qui est sous l'influence française évidemment. Un conflit en plusieurs phases essentiellement au Vietnam. Entre 1945 et 1946, on a la montée des tensions. Septembre 1940 jusqu'à mars 1945, on a le territoire contrôlé par Vichy sous influence japonaise. Entre le 15 mars et le 15 août 1945, on a l'invasion japonaise, la politique panasiatique en faveur de l'empereur du Vietnam, Bao Dai, qui proclame l'indépendance en mars. En août 1945, le Viet Minh se renforce. Ho Chi Minh proclame à son tour l'indépendance de Bao Dai, et Bao Dai doit abdiquer. En octobre 1945, le GRPF, le gouvernement provisoire de la République française, reprend pied dans le territoire avec le Gall Leclerc et Thierry d'Argentlieu. Le 6 mars 1946, la France reconnaît le Vietnam comme État libre, mais dans le cadre de la future Union française. Donc elle veut mettre le Vietnam en tant qu'État associé. De juillet à septembre 1946, les pourparlers de Fontainebleau vont avoir lieu. Il y aura une tentative sécessionnisme de Thierry d'Argentlieu en Cochinchine. En Cochinchine, oui, c'est ça. Et les incidents se multiplient et les soldats vietnamiens indépendantistes et les soldats français vont avoir ces incidents. Ces incidents vont avoir lieu entre ces deux soldats. Le 23 novembre 1946, il y a des bombardements français dans le port de Haiphong. Et le 19 décembre 1946, il y a la rétorsion du Viet Minh, mais la guerre est enclenchée. Alors on continue. Une guerre longue, indécise, aux objectifs flous. Entre 1946 et 1949, la guerre change de nature. En Asie, les indépendances progressent. Les Philippines en 46, Ceylan en 46, l'Inde et le Pakistan en 47, la Birmanie en 48, Singapour en 48, la France mise sur le modéré Bao Dai et reconnaît l'indépendance du Vietnam sous la tutelle avec les accords de la baie d'Along du 5 juin 1948, refusé par Ho Chi Minh. Le pays se divise et à la guerre prend une dimension de guerre civile et idéologique. Le 1er octobre 1949, la proclamation de la République populaire de Chine, qui aide militairement le Viet Minh et lui permet de se renforcer, prend place. En 1950 jusqu'en 1954, le conflit néocolonial ou de la guerre froide prend place également. En juin 1950 jusqu'à juillet 1953, la guerre de Corée commence. À partir de 1952, la France ouvre la question devant l'OTAN et ne reçoit l'aide que des Américains, mais souhaite maintenir des liens néocoloniaux. Sur le terrain, le rapport de force reste indécis. En 1953, la France reconnaît l'indépendance du Laos et du Cambodge. Au Vietnam, elle espère négocier en position de force avec le plan Navarre, mais la fin de la guerre de Corée et renforce l'aide chinoise. Waouh, c'est un peu confus tout ça, mais on pourrait y mettre un peu plus de sens avec des vidéos YouTube un peu plus précises. Les retombées en France et la défaite. En France, les communistes font campagne contre la sale guerre. L'affaire Henri Martin en 1950 jusqu'en 1952 montre cela, mais l'opinion est indifférente et la classe politique reste divisée. Le 7 mai 1954, et on a la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu. Et les étapes de la guerre d'Indochine entre 1946 et 1954 peuvent être montrées grâce à un tableau intéressant ici, mais dont on ne peut montrer en vidéo. Donc en conclusion, la période entre 1944 et 1954 a vu le relèvement politique et économique de la France, mais avec des divisions politiques croissantes. Les espoirs nés de la résistance n'ont été que partiellement remplis. Le régime donne une impression de faiblesse. La guerre froide a fortement contribué à peser sur les enjeux français en raison du poids du Parti communiste et des enjeux coloniaux. Dès 1944 jusqu'en 1962, la France est engagée dans des conflits
coloniaux qui pèsent sur ses finances et sur sa vie politique tout en l'arrimant aux enjeux de guerre froide. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et à la prochaine. Au revoir.